Donc, je vous remercie à tous d'être présents à ce webinaire. C'est un webinaire sur les 5 clés pour réussir sa campagne emailing de prospection B2B. Donc, c'est un sujet qui est crucial pour pas mal d'entreprises, pour celles qui travaillent en B2B, c'est-à-dire qui cherchent à vendre des produits ou services à d'autres entreprises. La prospection emailing, donc, c'est un des canaux d'acquisition qui est en marketing direct, qui peuvent être complémentaires à tout ce que vous faites déjà. Donc, j'ai vu que la plupart des gens de présents à ce webinaire font déjà pas mal de prospection, ont déjà des clients, mais certains n'ont jamais fait d'emailing et on va voir que ça peut être très intéressant. Donc, je vais afficher le document. Voilà. Alors, vous verrez dans le document, il y a pas mal d'exemples. Certains ne sont pas forcément hyper lisibles parce qu'on a mis des captures de mail. Vous avez un bouton en haut pour télécharger la présentation. Donc, c'est un bouton télécharger la présentation, vous cliquez dessus et vous pouvez récupérer le PDF. Comme ça, vous pouvez afficher les exemples en gros. Donc, pour présenter le webinaire, alors déjà pour me présenter moi, je suis Loïc Bressler, société Ediware. On est routeur email marketing et SMS. Donc, on édite une plateforme de routage, d'envoi de campagne email. Et au fil du temps, on s'est spécialisé dans la prospection, notamment la prospection B2B. C'est-à-dire envoyer des mails d'acquisition pour acquérir des prospects et des clients uniquement vers les entreprises. Donc, on s'est spécialisé là-dedans parce que au fil des années, la délivrabilité, ce qu'on appelle la délivrabilité, c'est le fait que les mails arrivent en boîte de réception, est devenu de plus en plus complexe. Et on s'est spécialisé là-dedans. Donc, on a mis en place des process, des bonnes pratiques, des outils de contrôle pour que ça se passe au mieux et que les mails arrivent le plus possible en boîte de réception sur les boîtes professionnelles. Donc, pour parler d'emailing en général, donc, comparé aux autres canaux de prospection, donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un coût qui est très abordable. C'est le canal qui a le coût par contact le moins onéreux, comparé au phoning, hein, bien sûr, ou comparé à la publicité en ligne, ou comparé aux mailing postaux. C'est vraiment le canal marketing qui a le coût contact le moins élevé. Il est rapide, il est instantané, on peut contacter plein de monde en un clic, en quelques minutes. Il a l'avantage d'être mesurable. Quand vous faites une publicité presse, par exemple, c'est pas mesurable. Quand vous envoyez du print, c'est difficilement mesurable. Là, en email marketing, on a plein de métriques, donc ouverture, les clics, les conversions, qui permettent de savoir exactement comment fonctionne votre campagne et comment l'améliorer au fur et à mesure. Alors, je parle des métriques, hein, parce qu'on va en parler après. Là, je vais vous donner des clés pour faire des campagnes emailing de prospection B2B qui fonctionnent. Et c'est grâce aux statistiques qu'on améliore chaque campagne pour qu'elle soit de plus en plus rentable. Donc, la mise en place est rapide. Hein, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, qui est devenu de plus en plus simple. Il y a quelques années, il fallait encore faire du code. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On peut faire une campagne emailing sans rien y connaître. La législation est souple, donc ça, on en parlera tout à la fin si vous voulez, mais en France, on a le droit de contacter des professionnels sans forcément qu'ils se soient inscrits au préalable. Donc, il y a quelques conditions, on en parlera, mais on peut le faire. En tout cas, on peut le faire légalement. Les particuliers, ce ne serait pas du tout le cas. Et enfin, donc, ce qui est très important, c'est qu'il est indépendant. Donc, indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui a sa liste d'emails, elle a la garantie de pouvoir contacter ses clients, ses prospects, à tout moment, sans dépendre de personne. Ce n'est pas le cas pour vous connecter sur Facebook, par exemple, ou sur vos réseaux sociaux. Il suffit qu'ils changent leurs conditions générales ou qu'il y ait un changement d'algorithme qui vous mette plus en avant. Et vous pouvez avoir une grosse perte, une grosse déperdition sans rien changer à votre façon de fonctionner. Alors que votre liste d'emails, ça permet de contacter facilement tous vos prospects ou clients de façon indépendante d'une plateforme en tout cas. Alors, je vois qu'il y en a qui disent pas de téléchargement.
Il y a un bouton en fait en haut dans les appels à l'action à côté du vote pour télécharger la présentation. Donc, vous voyez avec Géraldine maintenant où ça va être bon pour le téléchargement. Donc si vous cliquez dessus, vous arrivez sur une autre page en fait et vous avez un formulaire, vous pouvez le télécharger. Voilà, redites-le moi si jamais vous y arrivez pas. Donc voilà, donc après cette introduction, donc, je vais passer en revue les 5 axes. Donc les 5 axes à prendre en compte, ça va être l'objet, le contenu, la landing page, les appels à l'action et la liste, en fait, la liste des destinataires. Donc l'objet, tout d'abord, je vais passer à la slide suivante. Donc l'objet d'un message. L'objet d'un message, l'enjeu de l'objet, c'est augmenter le taux d'ouverture. En fait, c'est faire en sorte que les gens ouvrent votre message. C'est l'objet et accessoirement le nom de l'expéditeur qui va faire en sorte qu'une personne va décider d'ouvrir votre message ou pas. En moyenne, elle met à peu près 3 secondes pour se décider. Donc, vous connaissez les taux d'ouverture en B2B, en prospection, un taux d'ouverture va être compris entre 10 et 20% d'ouverture par rapport au nombre de destinataires. C'est-à-dire qu'il y en a 80 à 90% qui n'ouvrent pas. En fait, pour éviter cette déperdition, c'est l'objet qui permet de... Voilà. Plus l'objet va être performant, plus les gens vont ouvrir votre message. Alors, il y a des conseils classiques que tout le monde donne sur les objets. Bon, je vais quand même vous les redire, mais là, ce n'était pas le but. C'était plus vous donner des pistes pour trouver des objets qui sont percutants. Les conseils classiques sur l'objet, c'est déjà de faire un objet qui est court. Voilà, pas faire un objet à rallonge. Il faut qu'on comprenne tout de suite de quoi il s'agit. Donc, voilà, vraiment quelques mots. Il faut mettre ce qui est important au début. Voilà, faut qu'en lisant le début de l'objet, on sache de quoi ça parle, qu'est-ce qui est important. Il faut savoir aussi que suivant le lieu de consultation des gens, enfin, si c'est sur mobile par exemple, ils peuvent avoir l'objet qui est tronqué. Donc, il faut vraiment se demander si en lisant le début de l'objet, on comprend de quoi votre message parle. Et éviter les spam words. Alors, ce qu'on appelle les spam words, là, c'est pas forcément pour l'anti-spam, mais c'est pour pas que les gens pensent que ce soit trop promotionnel. Voilà, éviter de commencer par gratuit ou par une promo directement. Voilà, il ne faut pas que votre message fasse trop publicitaire, trop réclame. Donc, on va parler des différents leviers qui peuvent être intéressants. Il y a 3 leviers pour l'objet, donc 3 leviers qu'on a retenus qui fonctionnent assez bien. Le premier, c'est la curiosité. Alors, oui. Voilà, la curiosité. Le levier de la curiosité, c'est d'attiser la curiosité des gens pour qu'ils ouvrent le message. La curiosité, ça va être des objets comme savez-vous comment faire quelque chose, par exemple, comment apprendre ou comment résoudre un problème. Êtes-vous prêt pour connaissez-vous cette solution pour? Donc en fait, on va parler de quelque chose de très vague, utiliser des choses qui donnent envie aux gens d'aller voir la suite pour répondre à la question qui est posée dans l'objet. Il y a un objet avec une petite croix aussi, donc ça c'est le contre-exemple, c'est à ne pas faire. Demande de devis en objet, c'est quelque chose qui attise la curiosité. Vous envoyez ça à un commercial, il va l'ouvrir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un mensonger. Voilà. Donc, si vous envoyez un message avec un objet demande de devis et qu'à l'intérieur, il n'y a pas de demande de devis, mais c'est plutôt c'est lui qui doit vous demander un devis, ça ne va pas marcher. En fait. À partir du moment où l'internaute va se sentir trompé, vous allez forcément avoir un bon taux d'ouverture sur ce type de message, mais avoir un taux de conversion qui est très faible. Donc la curiosité, le deuxième levier, c'est l'urgence. Donc jouer sur l'urgence pour forcer les gens à ouvrir le message. Donc les exemples qu'on a mis, c'est dernière chance pour profiter d'une offre, par exemple, ou bénéficier de tant de pourcents de remise avant qu'il ne soit trop tard. La promotion sur tel produit se termine ce soir. Donc ça, c'est des choses
qui laisse penser que s'il n'ouvre pas le message tout de suite, ça va être trop tard. Et voilà, le dernier, c'est X%, 30% par exemple sur tel produit aujourd'hui seulement. Ça, c'est des choses qui sont, voilà, qui permettent d'actionner le levier de l'urgence pour que les gens ouvrent le message. Et le contre-exemple, c'est vos droits CPF expirent aujourd'hui. Donc là, c'est l'objet parfait. Enfin, ça attise l'urgence. Enfin, voilà, les gens n'ont pas envie de perdre leurs droits CPF pour la formation. Sauf que c'est mensonger, en fait. Voilà, on ne peut pas essayer de jouer sur l'urgence si ce n'est pas vrai. Les droits CPF, enfin, ceux qui font de la formation ici le savent, ça n'expire pas. Et voilà, donc on peut pas. Alors je pense que vous avez dû en recevoir des comme ça. Voilà, on peut jouer sur l'urgence, on peut jouer sur la curiosité, mais on peut pas être mensonger. En fait, parce que en termes d'image, en termes de réputation, c'est pas génial. Donc j'ai vu qu'il y en a qui lisent pas bien. Télécharger le document, vous pouvez l'agrandir. Voilà, sur le PDF, c'est très clair. Sinon, de toute façon, je détaille à l'oral au fur et à mesure. Donc, on a vu la curiosité, on a vu l'urgence. Le dernier, c'est jouer sur une problématique importante pour votre cible. Donc, une entreprise, enfin, toute entreprise a des problèmes à résoudre suivant les activités. Et en fonction de votre cible, déterminer quelle est la problématique la plus importante pour votre cible et montrer que votre message va y répondre. Donc, les exemples que j'ai mis, c'est vous avez du mal à trouver de nouveaux clients. Bon, ça, c'est commun à pas mal d'entreprises. Ça, c'est quelque chose qui va parler à un commercial ou à un chef d'entreprise. Marre de faire des mauvais recrutements. Ça, c'est pareil. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Donc, une société qui fait du recrutement ou un chasseur de tête, en utilisant un objet comme celui-là, va avoir beaucoup plus d'ouverture qu'en mettant un objet très institutionnel. Voilà, nous vous accompagnons dans le recrutement de vos salariés. Le troisième exemple, c'est comment ne plus perdre votre temps pour remplir vos obligations administratives. Voilà, bon, l'administration, c'est aussi une problématique. Voilà, là, vous exposez une problématique qui va parler à votre cible et qui va lui donner envie d'ouvrir le message pour voir quelle solution vous avez à proposer. Et le dernier exemple, c'est êtes-vous en règle avec. Bon, voilà, la réglementation est assez importante. Tout le monde a envie de... Voilà, enfin, beaucoup d'entreprises ont peur de ne pas être en règle avec certaines législations. Et ça, c'est un objet qui va bien fonctionner, en tout cas si votre activité est autour de ça. Le contre-exemple, c'est tripler votre chiffre d'affaires en travaillant 4 heures par semaine. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop gros. Voilà, vous pouvez jouer sur pas mal de leviers, vous pouvez faire des promesses dans votre message, mais il faut que ça reste crédible. En fait, si quelque chose de pas crédible va pas forcément aller dans le bon sens en termes d'ouverture. Voilà, donc les trois leviers, curiosité, l'urgence et jouer sur une problématique. Donc, après, il y a des exemples de messages en B2B, donc vous verrez les objets, c'est voilà, chaque fois vous pourrez voir l'objet aussi, et ça vous donnera des exemples. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, j'ai vu que sur le document, je pense que tout le monde l'a téléchargé. Après, l'objet, c'est le pre-header. Donc, le pre-header, vous savez, c'est la petite phrase qu'il y a en dessous de l'objet, qui ne se voit pas forcément sur toutes les messageries. Donc, ça se voit sur mobile, ça se voit sur Outlook. C'est la petite phrase, le début du message, en fait, qui permet de compléter l'objet. Alors, beaucoup de mails n'en ont pas. Parfois, on voit, si vous n'arrivez pas à afficher ce message, cliquez ici, ou juste le début du message. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet, c'est pas mal d'en profiter, parce que ça permet, en fait, de jouer sur d'autres, de compléter l'objet, c'est-à-dire d'insister pour que les gens ouvrent le message. Donc, là aussi, l'enjeu, c'est d'augmenter l'ouverture. Vous pouvez profiter du pre-header pour appeler à l'action, si vous ne l'avez pas fait dans l'objet, pour attirer l'attention des gens en mettant des emojis ou de la personnalisation, comme c'est marqué sur la présentation. Vous pouvez résumer le message qui va venir pour donner envie de l'ouvrir. Et vous pouvez aussi compléter l'objet, par exemple, en utilisant
un second levier qu'on a vu précédemment que vous n'auriez pas encore utilisé. Donc, des exemples. Voilà, donc là, il y a des exemples. J'espère que c'est lisible. Sinon, voilà, vous l'avez dans le document. De toute façon, je vais vous les lire. Toyota, le prix leader, c'est vous souhaitez optimiser votre production. Donc, vous voyez, l'objet, il est assez sur la... Enfin, il est sur la problématique. Notre gamme pro de chariots élévateurs pour aller étroite. Et en fait, l'objet vient... Enfin, le prix leader vient compléter l'objet. En fait, ça veut dire qu'ils utilisent un levier, une problématique. Voilà, l'optimisation de la production. Donc, des chariots élévateurs, c'est pour des gens qui ont des entrepôts. Donc, eux, ça leur parle. Et le prix leader va compléter l'objet et donner envie d'ouvrir. Le troisième, des stockages exceptionnels, donc du 10 janvier au 20 janvier. Donc, eux jouent sur l'urgence dans l'objet. Et le prix leader, frais de port offert pour toute commande supérieure ou égale à 500 €, ça vient compléter l'objet. Donc, compléter l'objet, jouer sur un autre levier. Voilà, voilà, là, on est sur de la promotion. Alors, je vois des questions. Quels sont les spam words? Alors ça, on en a parlé tout au début. J'en parlerai à la fin, si vous voulez. Voilà, parce que spam words, c'est un vaste sujet. Il y a les spam words pour les anti-spam, qui sont de moins en moins importants. Il y a les spam words pour les gens, en fait. Voilà, il y a des mots qui vont être rédhibitoires pour vos destinataires, qui vont vraiment pas donner envie d'ouvrir. Voilà, donc on en parlera à la fin, parce que ça peut être un petit peu long. Donc, voilà, vous pourrez regarder sur le document, vous pourrez regarder les différents prix leaders qu'il y a. Mais voilà, bon, pour résumer, donc compléter l'objet, insister un petit peu pour qu'ils ouvrent le message et jouer sur un autre levier. Donc, après le prix leader, on a vu l'objet, on a vu le prix leader. Après, en fait, c'est le contenu. C'est le contenu du message en lui-même. Donc, le contenu, optimiser le contenu, ça sert à... Enfin, le contenu n'est affiché que quand les gens ont ouvert le message. Voilà, ça vous adressez aux gens qui ont ouvert le message, qui ont été convaincus par l'objet et le prix leader d'ouvrir votre message. Et le but du contenu, en fait, c'est de les faire passer à la suite. Donc, c'est la conversion. La conversion, ça peut être un clic vers votre landing page, on le verra après, vers une page de vente. Ça peut être aussi le fait qu'ils vous appellent ou qu'ils remplissent un formulaire. Le but du contenu, c'est de les faire passer à la suite. Et on a regardé pas mal de messages. Hein, comme on est routeur, on voit beaucoup de messages passer, notamment en prospection B2B, vu qu'on s'est spécialisé là-dedans. Et on a recensé pas mal de messages qui fonctionnaient bien. Et on s'est rendu compte qu'il y avait toujours 4 sections, au minimum 4 sections dans un message de prospection emailing. Ces 4 sections, c'est l'accroche, la problématique, la solution, la légitimité. Et donc, on peut prendre des centaines de messages, on le voit systématiquement. L'accroche, c'est rappeler l'objet, donc répondre à la question ou le compléter. La problématique, c'est résumer le problème, éventuellement dire à qui ça s'adresse. Donc ça, on a vu avant le levier de la problématique. La troisième section, c'est présenter votre solution. Donc c'est là-dedans que vous rentrez tout ce qui est présentation de l'offre, présentation de la solution, explication, les avantages. Et enfin, la légitimité. Donc la légitimité, on peut appeler ça preuve sociale aussi. C'est la présentation, tout ce qui va concerner la présentation de l'entreprise, les témoignages clients, donner des chiffres, donner des garanties, des assurances, tout ce qui va rassurer le prospect. Donc, je vais vous donner des exemples. Voilà. Alors, là, ça peut être bien si vous téléchargez le document, parce que ça va être un peu petit, mais je vais bien vous le détailler. Donc là, on est sur le message de Toyota. Et on voit qu'il y a absolument toutes les sections dont on a parlé. Pas forcément dans le bon ordre, mais toutes y sont. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'accroche. Voilà, c'est le petit 1 ici. Ensuite, la problématique. La problématique, elle est rappelée de l'objet. C'est vous souhaitez optimiser votre production. Ensuite, on a la présentation de la solution.
Donc, c'est ici en 3 août la promesse de performance, vos produits de levage, etc. Et on a la preuve sociale en 4 ici. Ils disent qu'ils sont numéro 1 sur ce type de produit. Voilà. Si on prend tous les contenus, donc là, il y a pas mal d'exemples, vous regarderez en détail dans la présentation. Mais en fait, on a toujours les 4 sections. Voilà. On a quasiment toujours les 4 sections. Donc, accroche, problématique, solution, légitimité. Voilà, légitimité depuis 1937, Citel, etc. Pareil sur celui de droite, qui est pour Sigma Retail. Et il y a une exception, LeasePlan. Donc, quand l'annonceur est vraiment très connu, voilà, quand tout le monde connaît la marque, la légitimité n'est pas forcément à mettre en avant. Voilà, LeasePlan, c'est tellement connu, en fait, qu'ils n'ont pas besoin de rappeler qui ils sont. Alors là, on demande si l'ordre dans le contenu n'est pas recommandé. Pas forcément. Alors, si vous faites un message texte comme Citel, oui, en général, ça s'enchaîne bien de dire d'abord, accroche, problématique, solution, légitimité. Mais dans certains cas, en fait, ils préfèrent mettre en avant, par exemple ici pour Toyota, ils préfèrent mettre en avant en fait l'accroche. Voilà, l'accroche et la solution, et ensuite parler de la problématique. Toyota, ils vendent des outils de levage en fait, enfin, des transpalettes, des trucs comme ça. Ils n'ont pas besoin de mettre la problématique en premier en fait, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un transpalette. Donc voilà, donc suivant comment ça s'articule, c'est pas forcément dans l'ordre, c'est souvent dans l'ordre, mais pas toujours. Voilà. En fait, plus l'activité va être difficile à expliquer, plus il va falloir vraiment respecter l'ordre à 100%. Et par contre, pour un produit d'utilisation courante, voilà, comme un transpalette, ça peut être un petit peu plus souple. Voilà. Pour Citel, donc eux, ils vendent des trucs pour mettre dans les tableaux électriques, anti-foudre. La plupart des gens n'en ont jamais vu, ne savent pas que ça existe. Donc, eux respectent les sections dans l'ordre rigoureusement. Ça veut dire, ils expliquent, l'accroche, oui, la foudre, c'est compliqué si vous êtes touché. Ils expliquent bien la problématique, parce que les gens ne sont pas forcément conscients qu'ils ont cette problématique. Et ensuite, il parle de la solution et de la légitimité. Donc là, oui, ça a tout son sens de bien suivre l'ordre. Voilà. Après, sur des objets un peu plus... sur des activités un petit peu plus simples, il n'y a pas forcément besoin de respecter l'ordre à 100%. Voilà. Donc, sur le contenu en lui-même, dans le contenu, il y a toujours un appel à l'action. Donc, l'appel à l'action, ou le CTA, c'est ce qui va permettre d'inciter les gens à passer à la suite. Donc, c'est le fameux petit bouton pour passer à la suite, pour que les gens cliquent et convertissent. Donc, l'enjeu de l'appel à l'action, c'est de passer à l'étape suivante. Là aussi, il y a des conseils importants qui sont vraiment à respecter. Les conseils sur l'appel à l'action, donc c'est que visuellement, il faut qu'il se distingue du reste. Voilà, en gras, avec une police différente, des contrastes de couleurs différents. Il faut qu'il soit court, pas avoir un bouton avec beaucoup trop long. Il faut qu'il y ait un verbe d'action dedans. Voilà, faut dire clairement ce qui va se passer si les gens cliquent. Donc ça, c'est en mettant un verbe d'action, tout simplement. Je vais vous montrer des exemples sur les slides suivants. Et il faut qu'il soit assez haut dans votre message. Donc, on dit toujours au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est le fait qu'il soit au début du mail pour que sur la plupart des logiciels de messagerie, les gens n'aient pas à scroller, n'aient pas à défiler pour accéder au CTA. Donc, les exemples, là aussi, on a pris des messages qui marchaient bien. Donc, on n'a pris que des messages qui fonctionnaient bien. Et on a regardé comment ils étaient montés au niveau du CTA. Et en fait, ils respectent tous à 100% ces règles-là. Donc, RGPD Express, on a bien un verbe d'action, demandez votre diagnostic.
Le comparateur assurance, je compare. Voilà, très haut dans le message. Sur cabinet Dorman, demander une documentation, ça c'est très clair. Ici, sur Antalis, donc là, il faudra regarder sur la présentation, c'est un message qui est très long. Donc, ils l'ont mis très haut ici, directement au début. J'en profite. Ensuite, je découvre et tout en bas, tout découvrir. Donc, à chaque fois un verbe d'action. Et ils n'ont pas hésité à le remettre 3 fois pour que si les personnes défilent dans le message pour voir la suite, ils soient en contact systématiquement à l'écran avec un call to action pour passer à la suite. Vous verrez sur le document, c'est numéroté aussi en termes de sections. Donc voilà, ça peut être intéressant de toutes les voir. Voilà, de regarder en détail ces messages pour voir comment c'est fait. Donc là aussi, l'accroche, la problématique, la solution, la légitimité pour cabinet Dorman. Pas forcément dans le bon ordre, parce qu'en fait, la problématique sur les impayés, c'est facile à expliquer. En fait, il n'y a pas besoin de convaincre les gens qu'ils ont cette problématique. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Et une fois que les gens ont cliqué sur l'appel à l'action, donc ils passent à la suite, ils passent sur ce qu'on appelle la landing page. La landing page, c'est la page d'arrivée. C'est la page qu'il y a derrière le bouton. L'enjeu de cette landing page, c'est qu'elle va agir directement sur votre taux de transformation. Voilà. Le taux de transformation, c'est entre les gens qui viennent sur la landing page et les gens qui soumettent effectivement le formulaire. Il y a une déperdition. Et ça fait vraiment votre taux de conversion. Cette déperdition, elle est importante. Elle est aux alentours de 50%. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 2 qui va arriver sur la landing page, qui va remplir le formulaire et faire un lead. Plus la landing page va être optimisée, plus vous allez trouver des trucs pour l'optimiser, plus cette déperdition va être faible et meilleurs seront vos résultats. Donc, les conseils sur cette landing page, donc il y a des exemples à gauche. Supprimer les menus de navigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre sa landing page directement sur son site internet avec tout l'environnement, avec tout le menu. Idéalement, il ne faut pas que les gens puissent quitter la landing page. Il ne faut pas qu'ils puissent quitter la landing page autrement qu'en ayant rempli le formulaire. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 choix, c'est soit ils ferment la page, soit ils remplissent le formulaire. Si vous mettez des liens vers ailleurs, vous allez simplement augmenter votre taux de déperdition. Alors, ce ne sera pas forcément perdu, parce qu'ils peuvent aller voir votre site et revenir après. Mais voilà, le but premier, ça va être de récupérer le contact des gens. Et pour ça, il faut vraiment qu'ils soient captifs dans votre landing page. À partir du moment où ils ont cliqué, de toute façon, vous savez qu'ils ont cliqué, donc vous pouvez les relancer par la suite. Donc, mieux vaut avoir une landing page sans aucun lien sortant et les relancer par la suite si vous en avez besoin. Donc, la landing page qui est à gauche pour Culligan, c'est des fontaines à eau. Donc, vous voyez, la landing page est assez longue, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut. La landing page est assez longue, il y a tout ce qu'il faut dessus pour les convaincre. S'ils ont pas assez d'infos, ils scrollent. Vous avez des boutons de navigation dans la landing page, voilà, pour remonter au formulaire si besoin. Et vous n'avez pas de menu, vous pouvez pas aller ailleurs à part voir les mentions légales. Donc, dans la landing page, il y a un formulaire. Ce formulaire aussi est très important. Ce formulaire, pour avoir le meilleur taux de transformation, il faut qu'il soit le plus optimisé possible, c'est-à-dire donner le plus envie aux gens, éliminer le maximum de friction pour que les gens remplissent ce formulaire. Pour ça, il faut faire ressortir les champs en cours d'édition, ça peut être une idée. Il faut le pré-remplir. Alors là, on est sur de la prospection B2B. En théorie, vous avez les informations sur les gens à qui vous envoyez des messages. Vous pouvez pré-remplir les champs du formulaire avec les informations que vous avez. Vous avez forcément l'email et vous avez forcément le nom de la société. Si vous avez le nom, prénom, c'est encore mieux. Ça vous permet
de pré-remplir le formulaire et de faire en sorte que la personne a juste à éventuellement mettre un message et cliquer sur envoyer. Réduire l'espace, ça veut dire qu'il faut que le formulaire ait l'air le plus petit possible. Je vais vous montrer un exemple sur le slide d'après. En fait, c'est tout bête, mais plus le formulaire va sembler petit, court, moins les gens se diront voilà, je ne vais pas le remplir parce que ça va me prendre du temps. Et dans le même ordre d'idée, faire attention à l'ordre des champs. Donc l'ordre des champs, ça veut dire qu'on va mettre le moins engageant en premier et le plus engageant en dernier. On ne va pas demander le numéro de téléphone en premier. En fait, on va demander ce qui est le moins engageant. Par exemple, la société, ensuite le prénom, ensuite le nom, ensuite l'email, ensuite le téléphone. Voilà, c'est-à-dire que pas commencer par les choses qui impliquent, qui engagent trop l'internaute. Donc, je vous montre un exemple de formulaire. Ça, c'est des vrais tests qu'on a fait entre deux formulaires. Celui de gauche et celui de droite demandent exactement la même chose. Voilà, sauf que celui de droite a l'air beaucoup plus court, beaucoup plus rapide à remplir. Voilà. Bon, on demande le nom sur un seul champ, alors que celui de gauche, c'est nom-prénom. Bon, ça demande un peu de retraitement, mais bon, on est sur des leads, donc le commercial peut le faire. Mais en tout cas, celui de droite donne des meilleurs résultats, enfin en tout cas, donne moins de déperdition que celui de gauche, juste parce qu'il a l'air plus rapide à remplir. Voilà. Et ça se joue à pas grand-chose, hein. Bon, sur le nombre de champs et aussi sur la taille des champs. Voilà, donc ça a un impact. Sur du volume, ça a un impact. Et sur des milliers de visites sur un formulaire, ça peut donner une grosse différence à la fin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur déjà sur la partie contenu, objet, landing page? Non, n'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a une question des abonnés en prospection. Ouais, donc Diane disait que le bouton des abonnements en prospection, vous le mieux mettre en haut qu'en bas. Oui, ça a un impact, ouais. Ça a un impact, ça veut dire que la première fois, vous pouvez mettre le bouton des abonnements en haut et ensuite le passer en bas du message pour éviter que les gens cliquent sur signaler comme spam. Voilà. En B2B, il y a moins de plaintes qu'en B2C, hein, quand même, parce que les gens sont plus habitués à recevoir des messages de prospection. D'ailleurs, on va parler des listes. Donc, on a parlé du message, de l'objet, du contenu. Je vois des questions. Précisez votre demande n'est pas dans l'exemple de droite. C'est mieux de ne pas le demander. Bon, je verrai après. J'arrive pas à lire en même temps. Donc, pour parler des listes de contacts, donc, vous avez votre message qui est optimisé. La question, c'est à qui vous l'envoyez. La façon la plus courante, c'est de constituer sa base en interne. En interne, ça veut dire que on a des contacts sur son site, sur son blog, on a des téléchargements de livres blancs, on peut recueillir des adresses sur des salons ou sur des points de vente, si vous avez des points de vente, ou faire de la saisie sur des annuaires professionnels. Donc ça, c'est des méthodes qui fonctionnent, mais qui sont soit chronophages, soit qui ne vont pas vite, en fait. Si vous utilisez que des contacts entrants, que des leads entrants, vous êtes dépendant du rythme auquel les gens s'inscrivent sur votre site et vous pouvez mettre un certain nombre de mois, voire d'années avant de constituer une liste qui est intéressante. L'autre solution, c'est de choisir un prestataire de data externe. Avoir recours à un producteur de fichiers. En attendant soit de se faire sa propre base de données, soit pour compléter sa propre base de données. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de prestataires. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que pour choisir un prestataire, donc prendre idéalement un prestataire qui est labellisé. Donc, on en parlera à la fin. Le label Data Protection Privacy Pact permet d'être sûr que votre prestataire est en conformité avec le RGPD. Et vous pouvez aussi demander un extrait du fichier. Voilà, donc demandez les 10-15 premières lignes du fichier que vous allez louer, que vous allez acheter. Ça vous permet de voir ce qu'il y a dedans, quel est le niveau de détail, et de voir si les premières lignes sont qualifiées.
Pour sélectionner vos adresses, donc en général, on vous demande une sélection, enfin on vous demande des critères. On vous demande une activité, une zone géographique, taille salariale, éventuellement chiffre d'affaires. Pour déterminer ces critères, le plus simple, enfin le plus rentable, ça va être de partir de votre existant. C'est-à-dire que vous avez une base client, vous l'étudiez, vous regardez quelles sont les activités les plus représentées et ensuite vous partez de là pour faire votre sélection sur l'acquisition de bases de données. C'est beaucoup plus rentable d'essayer d'élargir quelque chose qui marche déjà sur votre prospection que d'essayer une nouvelle cible que vous avez jamais testée. Donc, sur de la collecte de data externe, il y a deux modèles de vente. Il y a l'achat et la location. L'achat, c'est quand votre cible est plutôt restreinte. C'est-à-dire que vous allez récupérer un fichier Excel que vous allez exploiter par vos propres moyens, donc en routage ou en prospection. Ça, c'est bien quand votre activité ne bouge jamais. Par exemple, un vendeur de matériel médical à des dentistes, il va acheter un fichier de dentiste et ça va lui servir à l'année. Dans le cas contraire, quand vous vous adressez à tout le monde, par exemple, une agence de communication peut potentiellement s'adresser à tout le monde, ben là, ça va être plus rentable de louer parce que ça va lui permettre de tester des nouvelles cibles très souvent. Voilà, c'est-à-dire qu'un mois, elle va faire une activité, le deuxième mois, une autre, et ça va lui permettre d'avoir des informations à jour systématiquement. Donc là, dans ce cas-là, la location ou la mise à disposition peuvent être plus intéressantes. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions, j'en parlerai juste après. Idem, si vous avez des questions sur les listes de contacts. Vous verrez dans la présentation, donc on vous a mis notre contact à la fin. Vous avez aussi un appel à l'action en haut, enfin, un bouton en haut qui, voilà, si vous souhaitez être contacté justement pour parler de votre besoin en prospection B2B. Donc, on peut vous aider au niveau routage, emailing, et on peut vous aider au niveau data, c'est-à-dire fournir en location ou à l'achat des fichiers de prospection pour que vous puissiez amorcer votre liste afin de démarrer de la prospection en email marketing. Donc, dans le slide, vous verrez, dans la présentation, vous verrez aussi, il y a la possibilité de récupérer un livre blanc qui va plus loin au niveau de la présentation de l'email marketing en B2B. Et vous avez un slide sur la législation qui vous donne exactement comment ça fonctionne au niveau prospection en B2B et qui vous donne le label à vérifier si vous choisissez un prestataire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Là, je vais prendre